Bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous à la Cité de l'économie pour notre second rendez-vous annuel. Le programme du jour, donc nous allons travailler un petit peu sur les valeurs du groupe Orancash, dont je suis le fondateur, voilà, Christophe Gerbert. Donc j'ai créé cette entreprise il y a 15 ans avec mon épouse et on reviendra tout à l'heure sur nos valeurs et qui sont en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Juste après moi interviendra John Mulligan du World Gold Council. Donc il vous parlera de leurs responsables de développement durable et de RSE. Juste ensuite, l'intervention de François Delassus, donc consultant pour le groupe Orancash. Il fera avec vous un bilan sur l'année 2023 et les perspectives de l'ordre physique d'investissement. Et on clôturera avec l'intervention de Sandrine Cross, directrice de l'audit et de la finance du groupe Orancash, et elle vous parlera des innovations du groupe Orancash. Il y a quelques semaines de cela, nous avons organisé une convention dans laquelle nous avons regroupé tous les collaborateurs du groupe Orancash pour travailler sur les valeurs du groupe et particulièrement sur les anti-valeurs. Lors de ce travail, les valeurs profondes du groupe sont ressorties, celles qui donnent du sens, celles qui touchent, celles qui permettent de travailler sur le collectif et en lien avec notre profession. Et pourquoi nous avons travaillé de nouveau sur nos valeurs? Tout simplement parce qu'après le confinement, les choses ont changé et je pense que nos valeurs avaient changé. J'ai demandé à nos collaborateurs de travailler sur cela. Et il en est ressorti 5 valeurs. La première, une valeur de respect. La valeur du respect des clients, bien sûr, mais aussi de nos collaborateurs. Et comme vous le savez tous, nous sommes une activité extrêmement réglementée, donc forcément le respect des procédures. La deuxième valeur qui est ressortie est une valeur de loyauté. Donc la loyauté qui sous-entend l'honnêteté, la confiance et bien sûr l'exemplarité. Troisième valeur un peu étonnante, du moins pour moi, est la passion. Je ne pensais pas l'avoir ressortir aussi rapidement. Et il en ressort donc effectivement, nous faisons un métier passionnant dans lequel le plaisir a été sous-entendu et bien sûr les valeurs d'engagement. La transparence, la quatrième valeur du groupe. Pourquoi transparence? Tout côté éthique que nous allons aborder aujourd'hui, mais aussi la franchise des propos, donc forcément envers nos clients, mais envers nos collaborateurs. Et la dernière valeur que nous avons conservée, la solidarité, donc qui sous-entend des valeurs de partage, de fraternité, de cohésion ou encore de bienveillance. 5 valeurs pour le bien vivre et le bien travailler ensemble. Et je pense que ça fait une parfaite transition pour laisser la place à John Mulligan. Merci. Merci. J'aimerais remercier mon hôte de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Je m'appelle John Mulligan. Je suis directeur des relations publiques et de changement climatique au World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, où je suis en poste depuis quasiment 20 ans. Et je vous le dis ça parce que pour moi, ce secteur a énormément changé entre-temps, mais nous avons également parlé de leurs responsables pendant tout ce temps-là. Et la question est de savoir ce que nous voulons dire par ce terme exactement. Et je vais donc essayer de vous expliquer aujourd'hui ce que nous voulons dire par responsable et comment nous comptons le démontrer. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le Conseil mondial de l'or. J'ai un temps limité, bien sûr, mais je vous dirais que le conseil d'administration sont les directeurs généraux et présidents directeurs généraux des sociétés minières principales dans le monde, qui représentent environ 2/3 de toutes les sociétés productrices d'or cotées en bourse dans le monde. Et donc, une grosse partie de l'or qui arrive sur le marché formel vient des membres de notre conseil d'administration. Et donc, nous avons une certaine autorité en la matière lorsque nous parlons d'or responsable. Lorsque nous parlons de responsabilité et de développement durable, eh bien, que voulons-nous dire? Le Conseil mondial de l'or commence sur les recherches. Elle se base sur les données de recherche et les différents éléments de cette recherche qui apparaissent maintenant sur l'écran, eh bien, sont premièrement l'approvisionnement responsable avec lequel nous commençons à la source, c'est-à-dire les mines d'or. Et que voulons-nous dire par là?
Eh bien, nous considérons toute la chaîne de valeur à partir de là et toute la contribution à la valeur socio-économique qui est générée par l'or sur toute sa chaîne de valeur, donc au-delà de son cours et de son prix de vente sur les marchés. L'un des moteurs principaux qui a poussé le programme de développement durable et plus particulièrement l'intérêt des parties prenantes et des investisseurs et plus particulièrement le problème du changement climatique et donc décrire la relation de l'or et les impacts de l'or sur le changement climatique et nous passons beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, il y a certains des problèmes plus compliqué sur le secteur informel, qui est quelque chose que nous avons essayé de développer pour voir comment nous pouvons intervenir là-dessus plus récemment. Pour vous donner une vision générale de chacun de ces grands items, donc premièrement, les mines d'or responsables, eh bien comme je l'ai dit, nous avons parlé de l'or responsable depuis longtemps, mais ce qui se passe de plus en plus par rapport à la société et aux investisseurs et leurs demandes, ce sont des preuves, les démonstrations de progrès, c'est-à-dire ce que nous voulons dire en termes d'impact bénéfique, si possible, et aussi la minimisation des impacts négatifs sur le changement climatique. Pour montrer des preuves de ces impacts et de nos actions, eh bien, en 2019, le Conseil mondial de l'or et ses membres a lancé quelque chose qu'on appelle les principes des mines d'or responsables, qui sont une série d'actions bien définies et d'indications de progrès dans ce sens qui couvrent tout le spectre de ce que nous appelons maintenant la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, avec 10 principes principaux sous lesquels nous avons 51 sous-principes en quelque sorte qui couvrent, comme je le disais, tout le spectre de la responsabilité d'entreprise en termes sociaux et environnementaux. L'objectif de ces principes est de donner la confiance aux investisseurs et aux consommateurs par rapport à l'approvisionnement de l'or et de ses impacts. Et ces principes interagissent avec d'autres principes sur la chaîne de valeur, en particulier les recommandations LBMA et comment les producteurs d'or définissent leurs responsables. Nous sommes arrivés donc à ces principes après 2 ans de travail, avec beaucoup de consultations qui ont duré plusieurs années et qui sont vérifiées de façon indépendante. Et donc, vous avez un auditeur externe qui peut vous donner exactement le niveau de progrès par rapport à ces principes. Et ces principes permettent à la société de comprendre ce que nous, dans l'industrie, comprenons par or responsable. Il faut aussi tenir compte de la valeur et de l'objectif. Et donc, par rapport à ces principes d'or responsable, et lorsqu'ils ont été définis, nous avons fait en sorte qu'ils soient alignés par rapport à ce qu'on appelle maintenant les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui est le meilleur moyen de mesurer des progrès en termes environnementaux et sociaux et de gouvernance, donc l'ESG, et par rapport à ces ODD. Je ne vais pas détailler cette planche, mais ce que nous faisons et l'avantage d'avoir une organisation par membre qui est connectée à beaucoup de l'or qui entre sur les marchés, c'est que nous pouvons suivre les chiffres. Ça n'est pas juste une question d'objectifs un peu éthérés, d'aspiration. Il s'agit de tracer très précisément l'or qui arrive sur les marchés, qui est employé, quelles sont les opportunités en termes de croissance économique et les impacts. Et c'est très important lorsque vous voyez que l'or a un rôle crucial dans beaucoup d'économies en développement. Le Ghana, par exemple, qui est le plus grand producteur en Afrique, eh bien, 1/4 de ses revenus de l'extérieur viennent de l'or. Et donc, son économie est en quelque sorte sous-tendue par les revenus de l'or. C'est un avantage structurel, mais il n'y a pas de plus grand moteur en termes d'investisseurs et d'attentes de la société par rapport à
au comportement de ces industries minières que sur le changement climatique. Et donc, il y a 5 ou 6 ans, on nous a demandé des grands fonds souverains, des grands fonds de pension, etc., des investisseurs institutionnels, ce qu'on pouvait leur dire sur le changement climatique. Et il y a 5 ou 6 ans, il y avait très peu de données, on ne pouvait pas leur en dire beaucoup, peu de choses à extrapoler. Donc, on a consacré un programme de recherche dédié sur ce sujet que je vais résumer en quelques mots. Entre-temps, donc au bout de 5 ou 6 ans, nous avons quantifié l'empreinte carbone de l'or sur toute la chaîne de valeur. Nous avons donc développé un plan de transition très pratique pour la décarbonisation de l'industrie minière. Et les mines d'or sont un élément très significatif parce que contrairement à tout autre actif minier, eh bien, c'est un actif financier également. Et donc, il se comporte différemment sur le marché. Mais contrairement à d'autres actifs financiers, il n'accumule pas d'autres émissions. Et c'est très important lorsqu'on envisage les conséquences sur le portefeuille, lorsque vous mesurez les impacts donc, de changement climatique sur votre portefeuille d'actions. Et nous avons un programme de transition qui est bien sûr complexe, mais tout de même accessible pour décarboner l'exploitation minière de l'or. Et ce faisant, vous décarbonez l'or en tant que produit financier et minier, et c'est sans précédent par rapport aux autres actifs financiers. Et tout ceci basé sur la recherche, comme je le disais, à chaque fois que nous avançons l'état des connaissances, nous le faisons avec des tiers indépendants pour construire ces briques de connaissances sur l'or et le changement climatique. Et une fois qu'on comprend bien son empreinte carbone, il faut savoir quoi faire par rapport à ça. Et donc, on a décidé que, considérant ce qu'on peut voir par rapport à la source des émissions, eh bien, à quoi va ressembler notre décarbonation? Je ne vous demande pas, bien sûr, de lire tous les détails sur cet écran, mais nous avons pu donc décrire ce qui est accessible, ce qui est efficient en termes de coûts et ce qui est en cours actuellement. Les actions les plus accessibles, les plus simples à implémenter dans la chaîne de valeur de l'air et plus particulièrement l'exploitation minière concernent l'énergie, l'efficience énergétique que vous consommez donc et l'énergie que vous générez. Et c'est essentiel parce que l'or, de façon assez inhabituelle, eh bien, certainement 50 à 60% d'exploitation minière de l'or a lieu là où il n'y a pas de réseau électrique et donc doit générer sa propre énergie électrique. Et donc, si elle peut transitionner pour accéder à une énergie plus verte, eh bien, ça a des impacts également au niveau local pour les économies et les sociétés locales. Et ceci est essentiel. Donc, le plus grand parc de solaire donc au Burkina Faso et dans la République du Congo également, en Afrique du Sud également. Tous ces éléments d'énergie verte sont liés à des exploitations minières d'or. Et donc, c'est très important pour fournir de l'énergie électrique là où elles ne sont pas accessibles. Et nous avons fait une cartographie de là où ça peut contribuer à la décarbonation de l'or en accord avec ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. En dessous de 2 degrés, donc cet objectif est possible si les mines d'or continuent à se décarboner au même rythme. Par contre, pour l'objectif de 1,5 degré, donc au maximum de réchauffement, ça va être difficile. Il faudra continuer à accélérer notre progrès. Et maintenant, si on regarde les risques physiques, lorsqu'on regarde le Sud et les énergies en développement, les économies en développement, eh bien, il y a une problématique de résilience et d'adaptation par rapport au changement climatique. On a beaucoup parlé du net zéro, les objectifs de 2050, c'est assez abstrait pour la plupart d'entre nous, mais dans la plupart des régions du monde, il s'agit, lorsqu'on parle de changement climatique, des impacts physiques, trop d'eau, pas assez d'eau, des températures exorbitantes, des éboulements de terrain, des inondations qui affectent directement les populations humaines. Et donc nous avons regardé ceci avec nos membres et nous avons regardé comment ces populations s'adaptent à plus long terme ou moyen terme sur les impacts physiques du changement climatique. Et là encore, nous l'avons fait parce que nous avons accès aux données de recherche. Et le plus important, je pense, a été la façon dont les communautés locales sont affectées pour voir et
dans le cas où les mines d'or donnent accès à ces énergies vertes aux communautés locales, ça leur permet d'être plus résilients. Et ceci est le cas dans des zones où s'il n'y avait pas cette mine d'or, ce ne serait pas possible. Et ce que je veux dire par là, c'est que si l'exploitation minière d'or ne fait pas cette implémentation d'énergie verte, eh bien, ça n'aura pas lieu. Et c'est très important lorsque on considère ces économies dans des économies en développement et États frontières. J'inclus souvent cette citation de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. L'énergie est le fil d'or qui connecte la croissance économique, l'équité sociale et le développement durable environnemental. Et donc, c'est vrai aussi pour l'or. Et donc, si vous voulez, bien sûr, garder votre nourriture dans un frigo, avoir de la lumière pour permettre d'éclairer un hôpital, une école, eh bien, tout ceci vient avec un générateur diesel dans la plupart des pays en développement. Mais si vous changez cette source d'électricité, vous changez beaucoup les impacts en termes de changement climatique. Et bien au-delà du marché de l'or, ça devient un catalyseur de changement. Je vais terminer avec un résumé d'une initiative à laquelle j'ai fait partie et la raison pour laquelle c'est très important aussi, parce que lorsqu'on regarde le changement climatique, la perte en biodiversité, eh bien, nous ne pouvons pas faire de progrès de façon isolée. Une société seule ne peut pas le faire, un marché seul ne peut pas le faire, il faut le faire en collaboration les uns avec les autres. Et donc, ce que nous avons formé récemment est une coalition de bonne volonté qui cherche à s'attaquer à ces problèmes sur toute la chaîne de valeur. Et nous avons donc la déclaration de l'industrie d'exploitation minière d'or sur les principes de responsabilité et de résilience, donc long titre, mais avec 10 principes qui couvrent tout le paysage des impacts en termes de responsabilité sociale et environnementale. Et un gros groupe de travail de participants de par le monde y ont participé. Ces principes, cette charte en quelque sorte, cette déclaration de principes a été signée par toutes ces parties prenantes, ce qui a amené à rassembler en fait l'industrie. Voici donc une version simplifiée de ces principes, donc l'approvisionnement responsable, développement durable, changement climatique. Nous parlons également de la compréhension et de l'action sur tous les éléments de cette responsabilité. Il s'agit de 14 organisations et, comme je le disais, pendant tout le temps que j'ai passé dans ce secteur, jamais n'avons-nous vu un rassemblement. Donc de Chine, d'Inde, les raffineurs, les miniers, toutes ces compagnies d'exploitation sur toute la chaîne de valeur commencent à se rassembler pour voir les progrès qu'ils peuvent faire, qu'on peut faire ensemble. Et donc c'est essentiel parce que cela veut dire que sur toute la chaîne de valeur, cette considération de l'or responsable va comprendre, englober une très grande partie des parties prenantes. Merci. Merci beaucoup, John. Excusez-moi que je me replace. Voilà. Alors, moi je suis consultant pour Orancash et comme l'année dernière, on voulait au nom d'Orancash vous présenter un bilan de l'année 2023 en ce qui concerne l'or physique d'investissement. Donc on va vous présenter un bilan et également quelques perspectives. Alors, je commence par quelques graphiques sur l'évolution du prix de l'or, et en particulier sur cette année. Et on se rend compte que cette année, le cours de l'or a énormément fluctué, à la hausse comme à la baisse. Et je vais vous rappeler qu'en mars, vous n'étiez pas sans ignorer qu'il y a eu un événement qui s'est passé aux États-Unis, au niveau des banques, en particulier la banque des techs américaines, qui a été en déroute, hein, de même que la Silvergate et la Signature. Et en Europe, il y avait également un autre problème, qui était le problème du Crédit Suisse. Et à ce moment-là, les marchés boursiers ont eu très peur qu'il y ait une contagion aux autres banques mondiales, avec le problème justement de risques majeurs. Et du coup, le prix de l'or est monté en mars à plus de 2000 € l'once,
prix qu'on n'avait pas vu depuis mars 2022, au moment de l'invasion par les Russes de l'Ukraine. Donc, néanmoins, à la fin de l'année, on s'est rendu compte qu'en euros, parce qu'il faut toujours parler de l'or, du cours de l'or, soit en euros, soit en dollars, il ne faut jamais oublier que les Français achètent en euros. Et si on regarde la performance du cours de l'or en euros, elle a été plus importante cette année. Et bon, on s'est arrêté là au 7 novembre, mais je pense qu'elle sera un peu plus élevée encore, puisque vous avez dû voir que depuis le 7 octobre, on a une augmentation du cours de l'or de nouveau, et on était à plus 11,5% en ce qui concerne l'euro et à 10% pour le dollar. Autre chose qui nous intéresse, aussi, c'est que lorsque les gens investissent dans leur physique d'investissement, pièces et lingots, en fait, leur souhait, c'est pas de revendre tout de suite, si vous voulez. On n'est pas sur des produits en bourse, on n'est pas des produits qui s'échangent en termes réels, mais sur des produits sur lesquels on va espérer une détention assez longue. Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder l'évolution du cours de l'or sur une période éventuellement de 5 ans à 10 ans. Et on voit que sur 5 ans, le cours de l'or a augmenté en euros, une fois de plus, de 75%, c'était de 60% en dollars, mais vous voyez que la croissance du cours est quand même plus importante en euros. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que si on regarde ce graphique, entre 2020 et 2023, l'or finalement son cours est resté raisonnablement dans une marge qui n'a pas énormément fluctué. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette espèce de valeur continue du prix de l'or sur les 3 dernières années. En ce qui concerne maintenant le long terme, et là, c'est là où on se met sur une période un peu plus longue, et on est parti sur, si je me trompe, sur 10 ans, le cours de l'or a été multiplié par 2, et ce qui est intéressant comme référence, un de vos confrères hier a publié dans la presse un baromètre sur les rendements des différents produits d'investissement, et on s'aperçoit que dans les 3 premiers produits qui sortent en termes de rendement les plus importants sur le moyen et long terme, il y a bien sûr les actions, il y a l'immobilier et il y a l'or. Donc ça, ce qui est très intéressant, parce que ça correspond parfaitement au cycle de détention de l'or physique d'investissement pour les particuliers. Donc on est là sur quelque chose qui correspond bien à la détention moyenne de l'or physique d'investissement, et c'est pour ça qu'il faut l'analyser toujours sur un cycle long. En plus, je signalerai que vous savez qu'il y a une fiscalité, comme sur tout produit financier en France, il y a toujours une fiscalité à la revente. Et la fiscalité qui est appliquée à l'or physique d'investissement est totalement adaptée à la détention longue. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que sur un produit financier, les actions, vous avez la flat tax de 30%. Si vous êtes sur l'or, vous êtes comme pour l'immobilier, comme les biens meubles, vous êtes à 36,2%. Mais au bout de 5 ans, vous êtes déjà tombé aux 30% des produits financiers. Au bout de 10 ans, vous êtes à 20%. Et au bout de 22 ans, vous êtes exonéré. Donc on est sur une fiscalité qui paraît toujours en France assez élevée, mais finalement, elle est parfaitement adaptée sur ce type de détention. Maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, c'est le bilan sur la demande globale pour l'or physique d'investissement sous forme de barres et de pièces en Europe, et dans le monde, pardon. Et on s'aperçoit qu'en 2023, en fait, on va arriver à date, on a les trois premiers trimestres des chiffres qui ont été donnés par le World Gold Council, qu'on remercie d'ailleurs, et on s'aperçoit qu'on est finalement sur une demande qui est à peu près comparable à celle de l'année dernière. On était à la fin du 3e trimestre à 866 tonnes. L'année dernière, on était à 876 tonnes de demandes, pièces et lingots dans l'ensemble du monde, ce qui sont des chiffres remarquables, parce que l'année 2022 et l'année 2021 ont été des très très bonnes années en matière de demande sur l'or physique d'investissement. Cependant, comme nous sommes extrêmement transparents, ces données masquent une évolution contrastée. Et on s'aperçoit sur ce deuxième graphique qu'en fait, en Europe, alors qu'en 2022, en 2021, l'Europe était extrêmement un marché des plus actifs sur la demande physique d'investissement, en 2023, cette demande, elle a chuté. Et le fait qu'on soit à peu près étal par rapport à 2022, ça a été dû à une croissance de la demande en Asie et en Turquie. Alors, en ce qui concerne l'Europe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une baisse très importante, et le 3e trimestre de cette année est certainement le plus bas
trimestre en termes de demande, on est revenu à un trimestre égal à celui précédant la crise financière de 2028. Donc on a eu une forte chute de la demande, elle est tombée d'à peu près, on est en retard de 59% par rapport à l'année dernière, mais cela s'explique de la façon suivante, c'est qu'on a vu entre le premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre, en fait un niveau modéré d'achat par les particuliers. Par contre, on a assisté à des prises des bénéfices importantes des particuliers qui ont revendu de façon beaucoup plus importante. En fait, ils ont voulu tirer aussi profit de l'or qu'ils ont accumulé depuis un certain nombre d'années. Ils ont voulu tirer profit, mais également pour répondre au fait qu'il y avait des opportunités pour certains d'investir davantage sur des comptes à terme, des comptes livrets, puisque les taux d'intérêt ont augmenté. Donc un certain nombre d'investisseurs se sont dit « j'ai de l'argent, j'ai de l'or et que ça représente des liquidités, et je vais les mettre sur des produits financiers un peu plus intéressants ». Donc il y a eu cet élément-là. D'autres éléments importants aussi, c'est que les taux ayant augmenté, ça concerne un peu moins la France, mais ça concerne le marché allemand, qui est le marché le plus important en Europe en termes d'investissement d'or physique. Et en Allemagne, vous voulez savoir qu'il y a des taux variables sur les crédits immobiliers, les crédits hypothécaires. Donc les Allemands ont été obligés, si vous voulez, de faire face à l'augmentation du remboursement de leurs crédits, ce qui expliquait qu'ils ont cherché les liquidités, et ces liquidités, ils les ont trouvées également dans l'or. Ce qui prouve quelque chose de très intéressant et qui est finalement un des éléments majeurs de 2023, c'est le fait qu'il a mis en exergue un des atouts qui fait de l'or une valeur refuge, c'est sa liquidité. Il y a sa valeur intrinsèque, le fait qu'il soit contracyclique par rapport aux autres produits financiers, mais également cette liquidité. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et en plus, ce que j'ai oublié de signaler, mais tout le monde le sait, c'est qu'il y a eu l'inflation. Le coût de la vie est augmenté. C'est vrai que la disponibilité pour investir a diminué cette année. Donc voilà le bilan en termes d'achat-vente sur les pièces et lingots pour l'année 2023. Mais maintenant, nous allons regarder les perspectives à court et moyen terme. Alors, je voulais passer rapidement cette slide avant de passer à la perspective. C'est de vous rappeler quand même que la demande des banques centrales est restée extrêmement élevée. On est déjà à presque 800 tonnes sur les 3 premiers trimestres et je pense que ça continue. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que le fait que les banques centrales continuent à être extrêmement intéressées par l'or, ça renforce, si vous voulez, la notion d'or comme valeur stratégique dans leur réserve, bien sûr. Et également, cette demande des banques centrales soutient la hausse des cours. Alors, en ce qui concerne les perspectives à court terme, bon, vous connaissez peut-être cet indice des risques géopolitiques. C'est un indice qui mesure en fait sur 10 journaux très importants comme le Wall Street Journal, comme le Daily Telegraph, comme le Financial Times, le nombre d'articles qui sont liés à des événements géopolitiques défavorables. Et c'est une recherche donc automatisée qui permet de savoir si comment le risque est pris en compte. Et cet indicatif nous montre finalement qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que les gens sont, vis-à-vis des risques géopolitiques, de plus en plus concernés. Et on s'aperçoit à la fin de ce graphique qu'on a une hausse. La dernière petite hausse que vous voyez, c'est la hausse du risque géopolitique qui est apparue avec la crise du Moyen-Orient au mois d'octobre. Et comme on le disait tout à l'heure, l'or est extrêmement sensible aux éléments géopolitiques et aux risques géopolitiques. Et là, ce qu'on a vu, si vous voulez, c'est que depuis le 7 octobre, alors que le prix de l'or était à la baisse en septembre, on a une remontée importante du cours de l'or. On est monté à plus de $2000 l'once le 22 octobre. On a continué aujourd'hui sur une tendance aussi haussière du cours de l'or. Et on s'aperçoit également que depuis le 7 octobre, il y a un retour des investisseurs sur l'or dans le physique. Et Oran Cash a bien vu ses ventes d'octobre plus intéressantes que par rapport à septembre. Si on compare octobre à septembre, on a vu une remontée des ventes de pièces et lingots. On l'a vu sur les ETF, on l'a vu sur les fonds futurs, les contrats futurs de l'or. Donc il y a une remontée des achats d'actifs tangibles. Et ça, c'est un élément qui confirme la sensibilité de l'or aux risques géopolitiques.
Alors maintenant, allons sur le moyen terme, pour en terminer avec ma présentation. C'est qu'il est tout à fait possible, et vous le savez, qu'on arrive peut-être au maximum de la hausse des taux d'intérêt. On arrive donc à la fin peut-être du resserrement des politiques monétaires. On a vu qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, les marchés financiers sont plus ou moins convaincus que la Fed n'augmentera plus ses taux d'intérêt. On s'attend aussi qu'en Europe, la Banque centrale européenne, même si elle parle toujours d'une possibilité d'augmentation des taux, mais on arrive finalement à la fin de ce cycle. Et ce qui est intéressant pour l'or, et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que quand les taux d'intérêt sont élevés, il est évident que le coût d'opportunité d'achat de l'or est moins intéressant, puisque l'or ne produisant ni dividendes ni coupons, si vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, ça a tendance à pousser éventuellement des investisseurs à aller sur des produits sur lesquels vous pouvez être rémunéré sur des taux d'intérêt. Et donc, si les taux d'intérêt vont baisser, c'est un élément intéressant pour rendre l'or plus compétitif comme produit d'investissement. Et donc, on est là aujourd'hui. Si vous regardez également l'inflation, l'inflation, elle a décéléré de façon importante aux États-Unis, puisqu'elle, au lieu d'être à 3,7%, elle est tombée à 3,2% en septembre. En Europe, on s'attendait à 3,1% et on est tombé à 2,9%. Donc on est sur une décélération de l'inflation, même si elle devrait être un peu plus longue en Europe qu'aux États-Unis. Mais comme les États-Unis, c'est quand même le marché phare sur le plan des évolutions des marchés financiers. Le fait qu'il y ait cette baisse de l'inflation, un certain nombre d'acteurs et d'experts, et en particulier les marchés financiers, s'attendent à ce qu'on voit des baisses de taux d'intérêt assez rapidement. Voilà. Et juste pour terminer sur une prévision du cours de l'or, UBS prévoit que si on arrive à un pivot au niveau des taux d'intérêt, on devrait arriver en 2024 à peu près à $2150 l'once. Bon, maintenant, les prévisions valent ce qu'elles veulent, vous le savez très bien, mais néanmoins, on est sur un trend positif sur le cours de l'or et on s'attend donc à une confirmation du retour des investisseurs sur l'or pièce et lingots. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Sandrine. Bonjour à tous. Merci François. Bienvenue à la Cité de l'économie. Ce lieu est important pour nous car il est l'ancien siège social de la Banque de France. La raison pour laquelle nous tenons cette conférence de presse aujourd'hui devant vous, c'est qu'il est temps pour nous, dans un contexte économique incertain, avec le retour de l'inflation, de communiquer sur leur valeur refuge. La mission Corps en Cash s'est donnée est de permettre à chaque Français de pouvoir y avoir accès. Je vais vous présenter le groupe Or en Cash et notre position sur le marché de l'or physique d'investissement. Or en Cash est le premier acteur français du rachat d'or. C'est une entreprise qui a une quinzaine d'années et qui a la volonté de rendre le patrimoine de chaque Français un peu plus liquide, avec pour objectif de pouvoir réaliser différents projets personnels. Or en Cash détient un réseau de 110 agences, 100% intégrées, à travers une grande partie de la France, dans les villes importantes et de taille moyenne, pour permettre d'établir un point de contact à moins de 40 minutes de chaque Français. Nous avons également un site e-commerce qui permet des rendez-vous en visio et des expertises. Or en Cash a un actionnaire unique, qui est le fondateur. En 2017, Or en Cash a fait le choix de diversifier son métier et de faire son entrée dans leur investissement pour répondre aux attentes de ses clients. L'entreprise développe une politique de RSE axée sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail, l'impact environnemental et l'éthique des pratiques, les préoccupations des consommateurs et le développement local avec des projets en lien avec nos activités. Or en Cash fait entrer ces thématiques dans le développement de chacun de ces projets.
Pour premier exemple, les conditions de travail, avec à compter du 1er janvier 2024, la semaine des 4 jours pour toutes nos fonctions support et toutes nos agences. Pour second exemple, l'attache aux valeurs environnementales, comme je vais vous l'expliquer par la suite. Nous avons donc décidé de vendre de l'or tracé, conforme au code de pratique de la RJC. Nos lingots, lingotins, sont certifiés LBMA par les fondeurs. Les pièces d'or, comme les Napoléons, ont été frappées et sont frappées par des institutions officielles. Et comme vous le savez, il n'y a plus de Napoléon en circulation, c'est la preuve du recyclage. Les nouvelles pièces sont frappées par les institutions officielles et respectent les codes environnementaux. Nous avons donc décidé de proposer le plus petit format possible autorisé, le lingotin de 2,5 grammes, qui permet à chacun de pouvoir en bénéficier. C'est le plus petit lingotin commercialisable en France. Pour rappel, le 1 gramme n'est pas de l'or physique d'investissement. Il est assujetti à une TVA de 20%. Ce lingot est accessible aux entreprises qui souhaiteraient faire un cadeau à leurs clients, leurs salariés, à chaque famille qui souhaite accompagner un membre de sa famille dans les débuts de la constitution d'un patrimoine. Notre gamme se décline du 2,5 g au 100 g. Ces lingots sont gravés en or en cache sur les deux faces, certifiés LBMA, répondant à l'ensemble des standards internationaux, issus de l'or de recyclage de circuits courts. C'est l'or que nous achetons à notre client, qui est transformé en lingots. Cet or recyclé nous permet une diminution de l'empreinte carbone. Nous proposons également une gamme de valeurs supérieures labellisées au nom de nos fondeurs affineurs, partenaires du groupe Or en Cash. Nous avons mis en place également un service de garde au coffre basé en France. Les cours affichés par Or en Cash suivent au plus près le cours pratiqué par le Fixing de Londres. Or en Cash s'adapte aux évolutions réglementaires et à celles du marché. Pour cela, nous avons mis en place un système interne pour répondre aux nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment, en remplissant les documents demandés par les douanes, qui depuis cette année est l'organe régulateur du marché des négociants d'or. Pour rappel, les établissements de crédit et les assurances ont pour organisme régulateur la CPR et les marchés financiers l'AMF. Pour ce faire, nous avons fait appel à une société extérieure pour nous accompagner. Pour répondre aux demandes du marché, nous avons une école de formation interne qui permet à chacun de nos collaborateurs de se former aux bonnes pratiques et de répondre aux demandes de nos clients. Celle-ci permet également à nos collaborateurs de bénéficier d'un programme d'évolution de carrière. Nous vous remercions de votre présence et de votre écoute attentive. Si vous avez des questions sur les sujets abordés, nous sommes à votre disposition. Alors, pour les banques centrales les plus actives en termes d'achat d'or, il faut voir la Turquie,
qui achetaient, l'Asie, voilà. Donc vous avez surtout des pays qui aujourd'hui n'ont pas forcément suffisamment encore d'or dans leurs réserves par rapport aux banques centrales des États comme la France, les États-Unis, etc., qui eux ont déjà un stock d'or très important. Donc c'est beaucoup des pays aussi qui veulent échapper un peu au dollar. Donc il y a ces pays qui veulent un peu dédollariser leurs réserves stratégiques. Alors je ne parle pas de la Russie aujourd'hui, je pense que la Russie, elle a plutôt vendu de l'or, il me semble, qu'acheter de l'or, parce que parfois c'est utile pour financer justement malheureusement leurs efforts de guerre. Mais vous avez des pays aujourd'hui qui veulent pouvoir avoir plus d'or dans leurs réserves pour pouvoir éventuellement utiliser cet or comme une devise internationale, puisque finalement, en termes de devises internationales, vous avez quoi? Vous avez le dollar aujourd'hui, vous avez l'euro, et vous avez éventuellement, bien sûr, la livre sterling, mais le yuan n'est pas une devise aujourd'hui considérée comme internationale, de même que d'autres monnaies. Et l'or reste pour les acteurs internationaux une devise qui peut s'échanger partout, à tout moment, dont on connaît le prix. Je vais répondre à votre question concernant le développement. Alors, sur 2024, la priorité va vraiment être axée, comme vous avez pu l'entendre, sur la mise en place de la semaine des 4 jours. Donc, est-ce qu'il y aura du développement sur 2024? Certainement, mais très légère. Aujourd'hui, clairement, nous, on a décidé de doubler la masse salariale en agence, donc on a multiplié par 2. Donc aujourd'hui, on est vraiment en phase de recrutement. On est d'ailleurs très, très actif sur l'intégralité des réseaux pour répondre à ce besoin. Et une fois qu'on aura donc doublé cette masse, mis en place clairement la possibilité d'ouvrir donc sur la semaine des 4 jours avec l'intégralité de nos collaborateurs, donc à ce moment-là, on retournera sur une phase d'expansion avec cette mise en place sociale. Alors la question, je vais reprendre la question pour les personnes qui sont loin, c'est ça? Parce que vous n'entendez pas, je vois des signes derrière. Donc la question de madame, c'était principalement, donc, quels sont les formats de lingots qui se vendent le plus entre 5 grammes et 100 grammes? C'est cela? Aujourd'hui, je crois que autant François que moi, on peut répondre sur cette question. François, peut-être sur un... Alors généralement, vous avez les 10 grammes. Et le 10 grammes était le 10 grammes, 20 grammes. Et puis vous avez le 5 grammes parce que comme les Napoléons, on n'en trouve plus beaucoup aussi, donc le 5 grammes est un produit qui est très intéressant puisqu'il est à peu près presque au même niveau de prix que le Napoléon et un peu moins cher. Donc c'est une notion d'accessibilité. Donc je dirais le 5, le 10 et le 20 grammes. Et puis vous avez pour les investisseurs plus aisés le 100 grammes. Parce que le 100 grammes, aujourd'hui, il est intéressant puisque 10 100 grammes, c'est un lingot. Et l'avantage du 100 grammes, c'est que si on veut en revendre une partie, c'est facile, alors qu'on ne peut pas signer un lingot pour le revendre. Voilà. Et la politique du groupe Oran Cash concernant la position monnaie-lingot, aujourd'hui, on a une vraie orientation lingot, justement, avec notre fondeur affineur, sur lequel on a pris une spécificité qui est de ne vendre que des lingots avec de l'or recyclé. Voilà, il n'y a aucun or minier dans nos lingots. C'est bien l'or que nous recyclons directement dans notre réseau. Plus de 2,5 tonnes par an d'or fin recyclé grâce à notre réseau, typiquement. Et donc reversé dans cette particularité donc d'avoir les seuls lingots en France totalement recyclés. Une question sur l'Allemagne où il y avait une forte chute donc, du fait de l'immobilier. Est-ce que c'est un phénomène, c'est la première fois ou c'est quelque chose qui est déjà... c'est énorme cette baisse. Cette baisse allemande est assez spectaculaire, si vous voulez. Mais c'est logique, ça s'explique pour les raisons que je vais donner tout à l'heure. Mais c'est le fait que les Allemands ont accumulé énormément d'or ces dernières années, puisqu'ils sont devenus le premier marché mondial de l'or physique d'investissement. Et à raison d'à peu près, si vous voulez, les chiffres que nous donnait le Council, ce sont des chiffres de demande nette. En fait, ils achètent en demande nette 100 tonnes par an, à peu près. Comparaison, la France, si on fait 10 tonnes par an, vous voyez la différence. Donc, ils ont accumulé énormément d'or. Et en plus, à la différence des Français,
les Allemands aussi peuvent parfois être plus sensibles à la notion de variation de prix. Donc ils ont voulu aussi, pour certains, pouvoir donc prendre vendre. Et en plus, l'intérêt pour eux, si vous voulez, c'est qu'ils ont pu aller aussi sur des comptes rémunérés, des comptes à terme. Les opportunités en termes de rémunération de comptes sont plus importantes en Allemagne qu'en France, où c'est beaucoup plus réglementé. En France, les gens ont été sur le livret A, c'est clair, parce que 3%, c'est toujours ça. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont eu cette possibilité. Et puis, l'autre élément de la chute, qui est très importante en Allemagne, c'est le fait que les crédits immobiliers sont avec des taux variables. Et quand vous avez du crédit immobilier et qu'il faut rembourser vos prêts, vous voyez que là, il faut faire face. Bon. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'intérêt de cette année aussi, ça a été de montrer la liquidité de l'or, à l'achat comme à la vente. Et c'est quelque chose que les gens qui investissent dans l'or, et en particulier aussi dans leur physique d'investissement, ont bien en tête. Parce que l'or leur appartient, il n'appartient à aucune autre personne une fois que vous l'avez acheté. Il est liquide, son prix, il est connu par tous, et il s'impose à tout à chacun à travers le monde. Ce qui en fait d'ailleurs cette fameuse valeur refuge, même si nous la considérons aujourd'hui non seulement comme une valeur refuge, mais comme un actif de diversification. Parce qu'on espère également, et je pense que Christophe en est convaincu, qu'on ne soit toujours pas dans des systèmes de crise. On voudrait être dans des systèmes de croissance. Et la croissance, ça veut dire que des investisseurs pourront également diversifier leur portefeuille, aller sur des actifs risqués comme les actions, et avoir des actifs tangibles qui sont moins risqués, comme l'or, comme l'immobilier, comme d'autres biens tangibles. Voilà. J'avais une dernière question. Les crypto-monnaies ont pu apparaître comme une réserve potentielle pour les particuliers. Bon, on a vu qu'il y a une volatilité importante des prix. Est-ce que pour le particulier, c'est quelque chose qui a changé? Est-ce que c'est une concurrence pour l'or, en gros, les crypto-monnaies? Moi, je répondrais, si vous voulez, que les crypto-monnaies ont le côté, alors, par rapport à des populations plus jeunes, il y a un côté transgressif, c'est-à-dire qu'on va aller investir sur quelque chose comme on allait un peu sur l'or. Mais simplement, la différence, c'est que les crypto-monnaies, ils viennent de prouver qu'ils ne sont en rien une valeur refuge. En revanche, c'est des actifs risqués. Et en plus, on sait très bien qu'à terme, les crypto-monnaies vont tomber sous les fourches codines des régulateurs. Parce que les régulateurs aujourd'hui sont quand même assez inquiets, justement, en ce qui concerne toute la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Et donc, c'est là l'intérêt, si vous voulez, aussi d'avoir avec l'or un produit, ce que disait tout à l'heure Christophe, qui est de plus en plus également régulé. La transparence sur l'or est très importante, si vous voulez. Et ça veut dire qu'on est l'or, même si l'or n'est plus un instrument financier, puisqu'il n'a plus de code ISIN, il est de plus en plus considéré comme un actif. Et on subit les mêmes régulations que les autres actifs. Effectivement, je ne rajouterai rien sur la traçabilité parce que ça vient d'être dit et clairement dit. Je vais juste rajouter qu'avec le groupe, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a fait un travail avec l'EM Lyon, donc, où on a fait intervenir donc, une classe pour nous faire un peu de prospective. Et je les ai un peu challengés sur le côté Bitcoin, cette monnaie un peu digitale, enfin pas qu'un peu d'ailleurs. Et il en est ressorti une grosse appétence, clairement, de la part de ces jeunes, donc à vouloir investir de façon digitale. Donc, on est en train de réfléchir, nous, de notre côté, comment apporter une solution à ces jeunes qui veulent quelque chose de pas matériel, clairement, mais derrière, d'offrir quelque chose de tangible. Donc, on est en train d'offrir peut-être prochainement une proposition autour de cela, mais dans l'étude, il en est ressorti quand même un impact écologique extrêmement défavorable pour la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu les études. Et nous, du fait qu'on est en train de finaliser notre bilan carbone, on a demandé des comparaisons qu'on est en train de nous livrer. Les premières livraisons sont extrêmement défavorables. La crypto-monnaie est extrêmement polluante. Donc, à l'inverse, donc, justement, de l'or physique tel que nous le proposons, avec de l'or 100% recyclé, où vraiment on vient en comparaison. Et là, les jeunes sont beaucoup plus sensibles. Quand on leur montre de façon très claire avec les statistiques de l'ADEME, les jeunes ont une vraie grosse sensibilité et surtout, ils n'étaient pas informés. Quand on les informe sur la pollution de la crypto, ils sont beaucoup moins intéressés. Est-ce que vous avez des questions pour John ? Oui.
On a une question du chat pour Monsieur Delassus concernant l'évolution du cours de l'argent. Vu qu'il est décorrélé à ce jour, quel avenir pour l'argent et combien de temps faut-il le garder? Alors l'argent, je ne suis pas du tout un expert sur l'argent parce que c'est une valeur beaucoup plus spéculative. Et contrairement à l'or, la réponse c'est que l'argent, c'était comme d'ailleurs le platine, ce sont des métaux qui sont beaucoup plus industriels, qui répondent à des cycles industriels, alors que l'or a l'avantage de répondre à des demandes variées de différentes, aussi bien pour des consommateurs, de l'investissement, de l'industrie, et donc et des banques centrales. Hein. Donc je dirais qu'en ce qui concerne l'argent, je n'ai pas la réponse. Il est beaucoup plus spéculatif. Et je rappellerai simplement que lorsqu'on veut investir dans l'argent, il ne faut jamais oublier qu'il y a 20% de TVA à l'achat. Alors que l'or est le seul métal précieux qui bénéficie d'une exonération de TVA, puisqu'il a une histoire très forte de valeur, d'investissement depuis maintenant des siècles. Et je rajouterais, l'argent était intéressant il y a encore quelques temps pour les petits porte-monnaies, donc qui permettaient d'investir sur des sommes qui étaient quand même beaucoup plus raisonnables. Mais depuis la création de notre lingot de 2,5 grammes, je crois que c'est plus vraiment le sujet. On est en capacité aujourd'hui, grâce à ce lingot, je le rappelle, complètement écologique, avec l'or recyclé, de pouvoir investir avec des sommes de moins de 200 €. D'autant plus, pour ajouter à ce que dit Christophe, c'est que si vous regardez une évolution du cours de l'or de 15% cette année en euros, si l'argent augmente, etc., il ne faut jamais oublier qu'il faut récupérer les 20% de l'achat initial. Donc ça fait réfléchir. Voilà. Merci. Il n'y a pas de questions de la salle pour John, éventuellement, ou de journalistes sur le... Non. OK. Eh bien, c'est parfait. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, pour vos questions, pour votre écoute. Et on vous dit à l'année prochaine donc pour la conférence de presse annuelle. Merci. Avec préalablement, effectivement, un petit cocktail. Vous avez raison, juste derrière. Donc, et pour les internautes, ce sera, faut venir. Voilà, la prochaine fois. Merci à tous.